Donc c'est une manière de monter dans l'atmosphère et de voir les différents éléments. Donc vous voyez ici en bas l'altitude qui augmente. Donc là, on est à 1300 mètres. Et donc c'est ce que je vous disais, la troposphère. Alors je ne sais pas si vous arrivez à lire. On va zoomer un peu. La troposphère, hein, c'est 99% de la vapeur d'eau, mais aussi de toutes les molécules en fait. Voilà, vous voyez la température qui diminue là. Donc au sol, la température moyenne, c'est 15 degrés. Et ça diminue assez vite. Donc là, en moyenne, on atteint les 0 degrés à 2200 mètres. Voilà, donc vous avez des nimbostratus à cette altitude. Typiquement, quand vous faites du saut en parachute, c'est à 3000 mètres. Et la température commence à descendre. Voilà, il y a des animaux qui montent assez haut, hein, 4000 mètres pour la chèvre, là, la chèvre des montagnes. Je ne sais pas comment ils ont estimé que le ptérodactyle allait aussi haut, mais bon, on imagine, hein. Il y a plein d'oiseaux qui vont très très haut en altitude, en fait. Les zeppelins, ils volaient à 5000 mètres. On peut mettre la musique. J'espère que la musique est pas trop forte pour vous. Bon, sinon, je baisserai. On va baisser un peu. Voilà. Ok, on continue. Les avions, voilà, c'est autour de 10 km. Là, on vous dit, à partir de 8 km, c'est la death zone, donc la zone de mort. Il n'y a plus assez d'oxygène pour les humains. Donc il reste de l'oxygène en proportion, mais vous avez tellement peu de pression que ça ne rentre pas dans vos poumons. L'abeille, 5,6 km, j'ai pas vu. Ah oui, ouais, je savais pas ça. Ouais, ça va haut, hein. Les condors aussi vont très haut. Voilà. Les ballons que vous relâchez, ils vont jusqu'à 9 km. Voilà, typiquement les vols internationaux, c'est 10 km. Voilà, Vulture, c'est... comment ça se traduit? J'en souviens plus. Non, pas Condor. Je me souviens plus. Ah oui, donc là c'est intéressant. On est descendu à moins 56 degrés Celsius. Vautour. Ouais, c'est ça. Vautour. Vulture, Vautour, ça paraît logique. Et là, on a un problème, c'est que la pression a tellement diminué que il commence à y avoir de l'ébullition beaucoup plus facile à plus basse température. Et on commence à se rapprocher de la température du sang et des larmes et des liquides corporels. Donc vous pouvez avoir un danger d'ébullition si la pression est trop basse. Bonsoir Bob Griby. Bienvenue. Bienvenue sur le live. Donc là on est en train de monter dans l'atmosphère petit à petit. Les jet streams ils sont vers entre 10 et 20 km. Donc c'est des vents très très forts qui rééquilibrent un peu les pressions dans l'atmosphère. Et oui, là sur l'ébullition, c'est ce qui fait que si vous êtes dans l'espace, vous mourrez pas de froid, mais en fait vous mourrez parce que votre sang entre en ébullition à cause de la pression. En fait, il fait très froid dans l'espace, mais il n'y a pas de molécules en fait pour échanger de chaleur avec vous, pour vous prendre votre chaleur. Donc vous allez refroidir en rayonnant, mais pas comme si vous étiez dans un bain glacé. Donc en fait, vous gelez pas, au contraire, c'est plutôt une ébullition. Ça fait les mêmes bulles que lors d'une remontée trop forte de plongée. Oui, en bien pire. Le problème de la plongée, c'est que c'est l'azote qu'on respire, qui est normalement dissous dans le sang, et qui, à haute pression, va se mettre à se rassembler en petites bulles d'air, petites bulles de gaz, d'azote. Et si vous remontez lentement, ça va se redissoudre progressivement. Mais si vous remontez trop vite, les petites bulles vont aller se loger dans le cerveau, où ça va poser de gros problèmes. Voilà.
Et là, on arrive au niveau de la stratosphère, donc à 15 km. Voilà, bienvenue dans la stratosphère. C'est là où il y a la couche d'ozone qui vous protège des UV. On ne risque pas des accidents de décompression. Dans l'espace, non. Oui. C'est pas le même phénomène. Et donc là, je vais pas refaire le détail, j'en parle pas mal dans la vidéo. Vous avez en gros les rayons ultraviolets qui vont casser les molécules de dioxygène. Ça va créer des atomes d'oxygène isolés qui vont se lier à des molécules de dioxygène pour former du trioxygène. Et ça, c'est l'ozone, c'est ce qu'on appelle l'ozone. Et donc, et à nouveau, cet ozone va être cassé par des rayons ultraviolets. Et donc, le résultat, c'est que les rayons ultraviolets sont absorbés. C'est pour ça qu'elle nous protège des rayons ultraviolets. Voilà. Là, la température se remet à monter. Mais ça veut plus dire grand-chose sur les... Salut Yoran, re. Ah ouais, 20 minutes, ça, c'est pas mal, t'es efficace. Ok, là on a des nuages souvent dans les régions polaires qui sont faits de particules de glace. J'essaie de traduire à la volée là. Le record d'altitude d'un ballon en 1935, Explorer 2, on est à 21 km. Et là, il commence à y avoir de moins en moins de diffusion de la lumière. Et donc, le ciel commence à devenir sombre. La plus haute aircraft ejection, 24 km. Donc, aircraft, c'est avion de chasse. Mais du coup, en quoi les gaz à effet de serre créent des trous dans la couche d'ozone? Alors, ils viennent casser, je crois, les molécules d'ozone. Tac. Gaz à effet de serre. Non, on va taper trou, couche d'ozone. Je me souviens plus exactement du processus, mais ça vient casser, voilà, les CFC. Ça vient casser l'ozone. Et normalement, cette ozone, elle est là pour protéger des rayons ultraviolets. Oui, c'est pas les gaz à effet de serre. Pourquoi la température remonte? Attends, je vais en parler juste après. Tac. Voilà, destruction de l'ozone. Alors, la réaction chimique exacte, je la connais pas. Le N2O, oui, c'est des molécules très simples. Donc ça, c'est le cycle de l'ozone. Ça, c'est la lumière, ça. C'est un ultraviolet. Donc vous voyez, ça casse le O2 en 2 atomes d'oxygène. Un de ces atomes va se lier avec O2 pour former O3, l'ozone. Et à nouveau, cette O3 va être cassée par de la lumière. Et à chaque fois, c'est encore des ultraviolets qui sont absorbés. Voilà, souvent c'est plutôt du chlore. Voilà, vous avez une réaction chimique ici. Donc le chlore vient réagir avec O3. Il vient piquer un atome d'oxygène à l'ozone, à O3, qui devient du coup du O2. Et ça forme de l'oxyde de chlore, ClO. Voilà, du monoxyde de chlore. Et donc, résultat, vous avez cassé la molécule d'ozone. Et donc, au lieu d'être cassée par les ultraviolets, elle est cassée par le chlore. Et donc, l'ultraviolet, lui, il est content, il va pouvoir traverser. Et nous, en dessous, on n'est pas content, on se prend les ultraviolets. Voilà, j'imagine que c'est quand même un peu plus compliqué que ça, mais voilà, vous avez l'idée. Ok. Alors la question c'était pourquoi ça se réchauffe. Alors je crois que j'ai le... Voilà. Ici vous avez différentes... Donc vous voyez ça diminue la température. La température là, elle est sur l'axe des abscisses. Donc il fait chaud à droite et froid à gauche. Donc ça diminue, ça c'est ce qu'on connaît
C'est ce qu'on connaît quand on monte, quand vous faites un peu de randonnée en montagne, la température diminue. Et puis ça se remet à augmenter, puis ça rediminue, puis ça réaugmente. Et en fait, déjà vous avez d'atmosphère pour vous protéger des rayons du soleil. Donc le soleil va venir taper directement, ça va chauffer un peu plus les molécules. Mais en fait tout ça, ça a pas vraiment de sens au niveau de température ressentie. Bienvenue Bobby. La température ressentie, elle dépend aussi de la pression en fait. Déjà, rien qu'entre l'air et l'eau, vous le savez, si vous vous baignez dans de l'eau à 3 degrés, c'est pas du tout la même sensation que si vous êtes dans de l'air à 3 degrés, même tout nu. Vous avez beaucoup moins froid dans l'air que dans l'eau, même à la même température, parce que ce qu'on ressent, nous, c'est pas la température, on n'est pas des thermomètres. Nous, ce qu'on ressent, c'est l'énergie qui est perdue. Si vous avez froid, c'est parce que vous perdez de l'énergie. Et donc, ce qui est important, c'est la conductivité du milieu qui vous entoure. Donc, si c'est de l'air, ça va, la conductivité n'est pas trop élevée. Donc, même si vous êtes dans de l'air même à 0 degré, vous pouvez tenir quelques minutes. Par contre, si vous êtes dans de l'eau, même à 5 degrés, vous allez très vite avoir très très froid, parce que l'eau a une bonne conductivité, elle conduit énormément l'énergie, et même s'il y a un écart de température pas si grand que ça, vous allez perdre beaucoup d'énergie. À l'inverse, il vaut mieux être en contact avec de l'air à 60 degrés que de l'eau à 60 degrés. Vous allez vous brûler avec de l'eau. Si c'est de l'air très sec, ça va moins vous brûler, parce que la conductivité est plus faible pour l'air. Et quand la pression diminue, là dans la stratosphère, la pression elle est très très faible déjà. Même s'il fait très froid ou même s'il fait très chaud, en fait la température elle a plus trop de lien avec ce que vous ressentez. Comme je l'ai dit, le danger quand vous êtes dans l'espace, c'est le sang qui entre en ébullition. C'est pas des problèmes de température. Et donc, même s'il y a des effets comme ça de réchauffement des molécules, ça va pas forcément vous réchauffer vous en tant qu'objet avec des milliards et des milliards de molécules. Et en fait, pour comprendre ces variations-là, il faut revenir à la définition de la température qui est liée à la vitesse des molécules. Bienvenue Sanze, bienvenue dans le live. Et donc, moi, je vais pas forcément vous montrer la formule, mais en gros, c'est l'énergie cinétique des molécules, la vitesse des molécules, qui vous dit s'il fait chaud ou pas. Donc, si vous avez des molécules qui vont tout doucement, vous allez mesurer une température basse, et si vous avez des molécules très élevées, avec des vitesses très élevées, là, vous allez mesurer une température élevée. Donc, des hautes températures, c'est des vitesses importantes, en fait. Pourquoi l'atmosphère se réchauffe? On ne sait pas, enfin pas depuis longtemps. On sait que c'est un mécanisme de la mécanique quantique, donc compliqué. Ouais, j'en parlerai peut-être sur une... J'aimerais bien faire aussi une série sur la thermodynamique, et peut-être que je parlerai de ça. Là, vous sentez que c'est pas une loi physique bien établie. Vous sentez bien, vu comme c'est un peu bizarre, qu'il y a plein d'effets différents. Il y a la chaleur de la Terre déjà, le rayonnement de la Terre. La Terre, elle va réchauffer l'air au-dessus d'elle. Cet air va peut-être réchauffer la couche encore au-dessus. Mais plus vous montez, moins il y a de densité, plus vous rapprochez de l'espace qui est froid. Mais il y a le soleil qui rayonne plus parce qu'il y a moins de protection. Oui, il y a plein de choses qui vont dans un sens ou dans l'autre. Et c'est ce qui explique cette courbe un petit peu compliquée. Vous n'avez pas une belle exponentielle ou une parabole ou un truc où il y a juste une loi physique. C'est plein de phénomènes qui viennent s'accumuler. Mais je pense qu'au moins pour ça, il doit y avoir une explication claire. Je sais pas si on peut le trouver facilement, ça, mais j'essaierai de chercher un peu plus le détail si vous voulez, et puis je vous ferai un petit topo là-dessus. Là, j'ai pas de réponse précise à vous donner sur les mécanismes, mais voilà, je vous ai donné un peu les mécanismes, mais savoir exactement pourquoi ça remonte à telle température, pourquoi à telle altitude il y a un maximum, ça j'ai pas la réponse exacte là. Mais c'est intéressant comme question.
Ok, allez, on continue à monter. Donc ça, c'est le fameux avion d'espionnage qui a donné son nom au groupe irlandais de musique. Voilà, on commence à arriver dans l'espace. Donc là, il y a des avions qui continuent à circuler. Ils commencent à avoir de moins en moins d'air sur lequel s'appuyer. Et donc, ils ont besoin de propulsion de plus en plus importante. Ils peuvent plus planer, clairement. C'est la propulsion qui fait quasiment tout. Ok. Alors, dans les années 60, il y en a un qui a sauté là, depuis 30 km. Donc déjà, il y a des mecs qui s'amusaient à l'époque à sauter de cette altitude. Les ballons sondes pour essayer de comprendre, mesurer pression, température à haute altitude, ils montent jusqu'à 30 km. Mais au bout d'un moment, ils montent plus. Parce que ils montent grâce à la différence de pression entre le gaz qui est à l'intérieur et l'air. Et au bout d'un moment, la pression s'équilibre avec l'extérieur. Et donc, il n'y a plus la poussée d'Archimède qui les fait remonter. C'est un peu comme si quand vous prenez un ballon de plage, vous essayez de le mettre sous l'eau, vous n'y arrivez pas, c'est compliqué, il y a une force, c'est la poussée d'Archimède. Là, c'est la même chose. C'est juste que la pression ici, elle est beaucoup plus faible à l'intérieur du ballon. Et donc, il va monter très très vite. Sauf qu'au bout d'un moment, la pression extérieure va aussi être très faible. Et donc, le ballon, il peut plus monter. Donc, il faut utiliser des fusées sondes après. Le nuage de cendres de l'éruption de Pompéi, qui a détruit Pompéi, est allé jusqu'à cette hauteur, là, 33 km. Le plus haut papier en avion, alors pas lancé depuis le sol, hein, j'imagine. Voilà, lancé depuis un ballon. Voilà, le Félix Baumgartner, 36 km. Je sais pas s'il était la tête en bas comme ça, je me souviens plus. Il me semblait qu'ils explosaient en haut de course, les ballons sondes. C'est pas parce que la différence de pression est trop forte pour le ballon. Je sais pas. A priori, je pense que c'est plutôt que au début, ils ont une pression plus faible que l'air ambiant. Et au bout d'un moment, la pression s'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Et ce qui faisait monter le ballon, c'était la différence de pression. Donc s'il n'y a plus de différence de pression, le ballon il reste en équilibre. Et puis il va finir par s'abîmer, se dégonfler et retomber, je pense. Mais ils sont trop gonflés, ils sont très peu gonflés au sol. En fait, oui, ils ont une voilà. À l'intérieur du ballon, là, la pression est très très faible. Donc au sol, la pression est beaucoup plus faible à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc l'extérieur va appuyer sur le ballon. Et ensuite le ballon va gagner en volume parce que la pression extérieure va baisser. Il explose parce que le gaz dans le ballon a plus de pression extérieure pour l'empêcher d'exploser. Peut-être qu'ils explosent, mais je vois pas trop pourquoi ils exploseraient. Il y a un moment où ils s'abîment et peut-être que ça pète, hein, mais voilà, les rayons UV, ça va peut-être les abîmer. Au bout d'un moment, ils s'abîment, voilà. Mais a priori, s'ils s'arrêtent de monter, je pense pas que la montée, elle dure très longtemps, hein, de toute façon. Et s'ils s'arrêtent de monter, on peut regarder, hein, ballon sonde. D'ailleurs, un des gars qui a travaillé là-dessus, c'est le scientifique qui a inspiré le professeur Tournesol. Il est sur la photo, là, Congrès Solvay. Ça, les gens, souvent, le savent pas que c'est lui. Alors, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Merde. Image. Voilà, c'est lui, là. Tout en haut à gauche, c'est Trifon Tournesol. Je sais plus comment il s'appelle. C'est un Suisse. Tournesol.
Professeur. Non. Voilà, c'est lui. Auguste Picard. Voilà, ça ressemble, hein. Eh ben, c'est lui, là. Il a pas tout à fait la même coupe de cheveux, mais... Et Hergé disait qu'il s'est beaucoup inspiré de lui, à part de la taille. Il a fait le personnage plus petit. Et lui, ouais, il faisait pas mal de choses comme ça, des ballons et des... Voilà, ballons à hydrogène. Et voilà, tout ce qui est exploration de fosse marine. Et d'ailleurs, il est allé dans le... tout en bas de la fosse Marianne. Je sais pas si c'est le premier à y être allé, mais en tout cas, il y est allé. Bon, c'est pas lui qui a inventé ça, hein, c'est plus vieux. Voilà, ballon gonflé à l'hydrogène. Est-ce qu'on a une idée de comment il meurt? Bon, je regarderai, là, je trouve pas. Mais sûrement qu'il leur arrive des problèmes en haut, effectivement. En tout cas, il y a une limite, ils peuvent pas dépasser une certaine limite. Là, on est à 31 km. Si on veut aller plus haut, il faut envoyer des fusées. On n'a pas le choix. Ok. Voilà, encore des poussières d'explosion. La Skydive, le plongeon dans l'atmosphère le plus haut, c'est Alan Eustace, à 41 km. Là, il parle un peu du petit bonhomme. Donc, les ascenseurs spatiaux sont en fait une vraie idée qui est considérée par les scientifiques. Ils pourraient permettre d'envoyer des objets dans l'espace de manière peu chère et sécurisée. Le problème, c'est qu'il faut un câble extrêmement solide et suffisamment de musique d'ascenseur. Et voilà, on commence à arriver au... Donc airburst, hein, c'est la combustion dans l'atmosphère des météores. Et donc là, on arrive vers la mésosphère. Là, on a les navettes spatiales qui éjectent leur booster vers 45 km. Encore des météores. Et on commence à avoir des phénomènes lumineux assez peu connus et assez fugaces. Donc ça, c'est un blue jet. Souvent, on utilise les mots anglais, même en français. Donc c'est un éclair. Hein. Voilà, on arrive dans la mésosphère. On est à peu près à la moitié du chemin, là. Donc là, l'air est très peu dense. On a 1% de la pression de la pression de 1 bar qu'on trouve au niveau de la mer. Donc très peu de pression, donc très peu de densité, très peu de molécules. Ok. Voilà, bah ça c'est justement une fusée qui vient sonder, faire des mesures de température, de pression dans l'atmosphère. Parce que les ballons ne peuvent pas monter aussi haut. Ok, 60 km. La fusée Saturn V fait sa première séparation ici, 61 km. Le champignon atomique de la Tsar Bomba, la plus grosse bombe nucléaire, est monté jusqu'à cette altitude-là, 64 km. On monte. Voilà, encore un phénomène un peu bizarre. Ça, c'est les sprites. Donc, c'est encore des sortes d'éclairs. Oui, ça fait peur. C'est au-dessus des orages, en fait, on a des fois ce genre de phénomène. C'est extrêmement court, mais c'est capté des fois par les appareils. Donc un éclair normal, c'est à peu près 4 km de haut ou de long. Les sprites, eux, ils peuvent atteindre les 50 km. Vous voyez, on est à 70 km d'altitude, là, ils descendent quasiment jusqu'au sol. Et donc ça ressemble à ça. Et les premiers à avoir vu ça, on se sont dit, qu'est-ce que c'est que ces ovnis? Et on a du mal à comprendre exactement comment ça se forme. C'est encore des sujets de recherche. L'échauffement maximal des navettes spatiales quand elles font leur rentrée dans l'atmosphère,
c'est ici, à 71 km. La vitesse du son, comme elle dépend de la température, et de la pression aussi d'ailleurs, ici, elle est à 15% de la vitesse au sol. Donc le son se déplace plus lentement à cette altitude-là. Et de toute façon, vu que la pression est faible, je pense que l'amplitude sonore aussi doit être plus faible. Alors ça, c'est les nuages noctulescents, je crois en français. Ce sont les nuages les plus hauts qu'on peut trouver. Et ils sont visibles seulement de nuit. Donc ils sont tellement hauts que de jour, ils sont beaucoup trop diffus, vous ne pouvez pas les voir. Et on peut les voir que de nuit. Alors ça, j'ai le... Ouais. Je pense qu'on peut trouver des images. Nuages noctulescents. Et ça fait de jolies images. Et en fait, vous pouvez les voir que de nuit, mais plutôt au crépuscule ou à l'aube, parce qu'il faut que les nuages, eux, soient encore dans le jour. Donc eux, ils se prennent encore la lumière du soleil, mais vous, non. Donc par contraste, vous les voyez bien. Et même s'ils sont très diffus, vous arrivez à les voir comme ça. Donc oui, voilà, vous êtes côté nuit. Vous voyez, le soleil est dans cette direction, donc vous êtes côté nuit. Mais le nuage, lui, il est encore dans la zone en jaune, là, qui est illuminée par le soleil. Et donc vous le voyez bien comme ça, même s'il est très très peu dense. C'est des particules de glace d'eau, je pense, ouais. À cette altitude. Voilà, des cristaux de glace, effectivement. Voilà, visible seulement pendant le crépuscule. Pendant les mois d'été, entre les latitudes 50 et 70 degrés, au nord et au sud. Et c'est trop faible pour être vu en plein jour. Et on pense que ça vient un peu des émissions de méthane aussi. Il y en a plus à cause du méthane. Voilà, et ça donne de très jolies images comme ça. Avec une comète. Neowise. En Suède. Voilà, il faut quand même être à des altitudes assez élevées. On voit bien le dégradé de couleur, en plus c'est assez joli. Mais il y a ce côté très laiteux. Donc on voit des nuages ici à très basse altitude comparé aux nuages noctulescents. Ça peut faire un beau fond d'écran. Allez, on est bientôt en haut. Voilà, donc là on est à l'altitude où les météores brûlent et se désintègrent. Et on estime que environ 48 tonnes de météores heurtent l'atmosphère par jour. Les fusées V2, elles allaient jusqu'à 80 km. La Falcon 9, elle fait sa première séparation ici, 82 km. Là, on atteint un minimum de température. Donc là, oui, vous avez le zigzag de température, on est sur un minimum. On arrive dans la thermosphère. Voilà, vous voyez, la température peut atteindre 2500 degrés. Ça ne veut pas dire que vous allez brûler sur place. Hein. Il y a tellement peu de molécules. La molécule, elle va très très vite, parce que souvent, elle est tapée par... alors, soit il y a le vent solaire, soit elle est tapée par des rayons solaires directement. Donc, si je fais le calcul de la température, vu qu'il y a une très très grande vitesse de la molécule, bah, je trouve une température élevée. Mais une petite molécule qui va vous taper, même si elle va très vite, elle ne va pas vous réchauffer. Donc, vous n'allez pas sentir une température élevée. Voilà, c'est ce qui est écrit en tout. Ok, il y a encore des engins qui arrivent ici. Là, ça commence à être plus des engins spatiaux que des avions. Hein. Et on arrive sur le sujet de la vidéo qui est sorti aujourd'hui, les aurores boréales. On arrive donc à la limite de l'espace, hein, les 100 km, et il y a moins de 1000 personnes qui ont passé cette limite. Et voilà, la ligne de Kármán qui fixe la limite de l'atmosphère. Et là, on est dans l'espace.
Voilà, j'espère que cette petite balade vous a plu.